Stéphane. Bonjour à tous, il me fait grand plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire portant sur les hubs créatifs dans un contexte de maillage entre la Wallonie et le Québec. J'ouvrirai ce webinaire avec la pensée suivante. Dans plusieurs marchés, l'économie du savoir est un important, voire même puissant vecteur de développement, où l'avantage compétitif réside sur la capacité des organisations à rapidement transformer une idée ou une invention en produit commercial. Dans ce contexte, voici là qu'apparaissent les hubs créatifs, ces entités organisationnelles qui ont développé une expertise particulière dans l'accompagnement de projets innovants, de la création à la commercialisation. Autrement dit, les hubs créatifs, c'est un terme générique qui désigne des lieux qui visent à favoriser le développement des compétences entrepreneuriales, les maillages interdisciplinaires, la collaboration et l'innovation. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit apparaître dans le secteur des arts et la culture les hubs créatifs. Aujourd'hui, nous aurons 5 initiatives qui seront présentées où on aura la chance d'approfondir l'impact des hubs créatifs dans le secteur culturel. Donc, notamment, nous avons la chance d'avoir le Hub C de Charleroi par Stéphanie Toussaint, coordonnatrice de projet, Écosystème au Saguenay-Lac-Saint-Jean par Sébastien Harvey, directeur général du Centre Bang, le TRAC de Namur par Delphine Marot, chef de service coaching, le quartier d'innovation à Montréal par Damien Silès, directeur général, et puis la Grande Poste à Liège par Jérôme Vaneff, directeur général. Sans plus tarder, j'inviterai Stéphanie Toussaint à venir présenter le Hub C de Charleroi. Voilà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ce qu'on fait ici à l'échelle de Charleroi Métropole. Donc, je vais vous partager mon écran de façon à vous présenter quelques illustrations. Voilà, ce sera plus convivial. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Je l'espère. Donc voilà, nous sommes situés à Charleroi, en Wallonie. Donc on est situé sur le territoire de Charleroi Métropole et on a depuis quelques années développé une initiative qui est celle du Hub Créatif, qui sont véritablement des espaces dédiés à la créativité et à l'innovation. C'est un projet qui s'est développé dans le cadre d'une dynamique aussi de création d'écosystèmes, notamment un écosystème qui est dédié à tout ce qui est créatif, digital et média. Et on se situe donc à proximité de la gare de Charleroi, vraiment à proximité aussi de toute une série d'acteurs actifs à la fois dans le secteur créatif et culturel. Donc, on est avant tout donc, un lieu, comme je le disais, et on est un collectif d'acteurs qui œuvrent véritablement à travailler sur différents types de services. Donc, on travaille de la sensibilisation et de l'information à l'accompagnement, à l'orientation, au décloisonnement disciplinaire, comme le disait Marie-Odile. On connecte énormément aussi les entrepreneurs, les porteurs de projets qui viennent d'horizons différents et surtout, on essaye de les accompagner dans le développement de leur idée jusqu'au prototypage de leur projet. Donc, on a créé dans cet espace des lieux qui sont vraiment au service de l'expérimentation et du test. Ce sont des lieux qui sont modulables, qui visent véritablement aussi tout ce qui est incubation. Donc, j'en dirai un mot dans quelques minutes. Et pour ce faire, on s'est doté d'outils performants qui sont des outils de type média pour se familiariser par exemple avec le podcast, la photo, la vidéo, mais aussi avec d'autres outils qui sont des outils logiciels ou bien du matériel dit de Fab Lab avec un micro Fab Lab au sein du Hub Créatif et dans le Fab Lab qui est attaché au Hub Créatif, le Fab C, avec toute l'infrastructure nécessaire au prototypage de projet. Donc, c'est véritablement un lieu qui est au service de l'entrepreneuriat et de la dynamique créative et culturelle sur le territoire de Charleroi Métropole. Voilà quelques petites images pour illustrer un peu les lieux. Donc, on n'est pas a priori un espace de coworking, mais par contre, on a prévu des espaces de travail qui peuvent accueillir les porteurs de projets qui souhaitent se faire accompagner dans le cadre du développement de leurs initiatives et qui sont aussi dotés de toute une série de lieux de réunions et de rencontres. Juste un petit visuel aussi dédié au Fab Lab, qui lui est véritablement un atelier dédié
à la fabrication et dans lequel on va retrouver aussi des outils spécifiques avec des CNC, des découpeuses laser, des imprimantes 3D, donc tout ce qui permet en tout cas d'aller vers le prototypage, en ce compris le prototypage numérique. Donc, on est vraiment orienté sur un process d'accompagnement plutôt TPE, PME, les entrepreneurs, les porteurs de projets. On les accompagne sur tout le process à la carte aussi. Et on est spécialisé sur deux grands types de publics. Je dirais le public général dont je viens de parler, mais aussi un public un peu plus spécifique qui sont les porteurs de projets dits issus du secteur des industries créatives et culturelles, dans lequel on va retrouver la mode, le design textile, l'architecture, donc vraiment les métiers qui ont au cœur de leur activité la créativité. On propose une programmation avec diverses activités. Ce qui fait un peu la spécificité du Hub de manière générale, c'est de travailler selon des programmes d'intelligence collective et de co-création. Donc, on a des activités de co-imagination, de co-conception et de co-fabrication qui sont proposées, en plus d'un accompagnement individuel. Et on a véritablement développé, ça c'est vraiment spécifique au Hub sur le territoire de Charleroi Métropole, un programme d'incubation qui est proposé 2 fois par an pour une durée de 6 mois et qui est à destination de ce public vraiment des industries créatives et culturelles, donc qui sont finalement des publics qui nécessitent un accompagnement parfois plus spécialisé en fonction du secteur d'activité et de ses spécificités, avec une approche 360 du projet, une identification des besoins au départ et la fixation d'objectifs particuliers en fonction des besoins de chacun, et véritablement un suivi à la carte dédié aux fondamentaux de l'entrepreneuriat, à la mise en compétence de l'entrepreneur et à des suivis hebdomadaires et puis à des propositions inspirantes pour le développement des projets. Voilà, alors je vois que voilà, je n'arrivais pas à passer le slide suivant. Encore quelques petites illustrations donc, qui vous montrent par exemple l'utilisation des espaces par les porteurs de projets, donc un Media Lab qui est équipé et qui permet en fait aux différents acteurs qui fréquentent les espaces de pouvoir croître et grandir au niveau de leur pratique et de leur familiarisation aux outils nécessaires au développement de leur projet. Et voilà, ça c'est quelques illustrations de la première vague d'incubation qu'on a accueillie pendant les 6 premiers mois de 2021. Donc on avait 18 projets qui étaient accompagnés et qui représentaient différents types de métiers. Et on vient de lancer la deuxième vague d'incubation avec une quinzaine de projets incubés, donc pour une durée de 6 mois, indépendamment des profils qu'on accompagne tout au long de l'année. Voilà, vous pouvez retrouver ces informations-là sur le site web du Hub créatif de Charleroi Métropole, www.hub-charleroi.be. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions maintenant ou tout à l'heure dans le cadre de la petite discussion. Merci beaucoup. Merci Stéphanie pour cette présentation. Effectivement, on ne l'a pas spécifié, mais il va y avoir une période à la fin des présentations, une période allouée aux questions. Donc, vous pouvez, dans le clavardage, les indiquer maintenant ou on pourra y revenir un peu plus tard lorsque les 5 initiatives vont être présentées. J'inviterai maintenant Sébastien Harvey nous présenter Écosystème du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sébastien Harvey, qui est directeur général au Centre Bang. Bonjour. Alors oui, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous. D'autant plus que ça fait 3 ans que le Centre Bang procède à des échanges croisés d'artistes avec la Belgique. On collabore avec BPS 22, situé à Charleroi. Alors, et puis on a fait 2 missions d'ailleurs en Belgique, alors c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative collective qui inclut 6 organisations artistiques. Ce projet se nomme l'Écosystème. Il s'agit d'un incubateur à projets artistiques et il faut vraiment le voir comme une constellation de ressources. Donc, c'est situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Juste pour vous donner une idée de l'échelle du territoire, on peut mettre 3 fois la superficie de la Belgique dans la superficie du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Cependant, la population de la Belgique est environ 11,5 millions d'habitants, je crois, tandis que celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean est de 276 000 personnes. Donc, vous comprendrez que dans notre contexte géographique, les hubs créatifs et les concepts de ville intelligente ne signifient pas la même chose que dans une métropole. Alors, à notre échelle, les enjeux ne seront pas ceux de la densité, mais bien de l'interconnexion des acteurs, et c'est à cet égard que l'écosystème propose un modèle d'action. Alors, l'écosystème, c'est qui? C'est 6 organisations artistiques, dont l'historique de certaines remonte jusqu'à 1968. Alors, c'est une démonstration qu'on aura su s'actualiser. Les 6 organisations sont le Centre d'expérimentation musicale, qui œuvre, comme vous le comprendrez, en musique, les éditions Occupées, qui travaillent du côté des lettres et éditions, la Bande Son Image, un organisme qui soutient les producteurs en cinéma et les réalisateurs, le Centre de production en art actuel Toutou, qui soutient les artistes en art contemporain, Caravane Film Production, qui produit un gros festival de courts-métrages dans notre région, le 2e plus gros festival en Amérique, et le Centre Bang, organisme en art contemporain duquel j'ai le privilège d'être à la direction. Alors, chaque année, l'écosystème, c'est 400 artistes soutenus, 45 emplois directs et une centaine de pigistes, de nombreux projets à l'échelle canadienne, mais également à l'international, plus de 35 000 visiteurs, 25 expositions, une quarantaine de spectacles, plus de 100 projections de films indépendants, 30 résidences d'artistes axées vraiment sur la recherche et la production de nouvelles œuvres et un budget fonctionnement global d'environ 4 millions de dollars par année. Alors, que fait l'écosystème? C'est une démarche principalement de mutualisation de ressources et d'expertise. Il faut comprendre que chacun des organismes membres a ses propres activités et l'écosystème est un tout qui totalise plus que la somme de ses parties. Alors donc, ensemble, nous partageons des équipements, mais également des lieux physiques. Nous mutualisons également des ressources humaines. Nous partageons nos réseaux de contacts, nos ressources informationnelles, mais aussi nos meilleures pratiques en développement organisationnel. Alors, on peut voir l'écosystème comme une communauté de pratiques. Mais il faut aussi le voir comme un bassin de ressources qui sont décentralisées, c'est-à-dire que toutes ces ressources-là sont situées dans des lieux qui sont répartis différemment sur la carte. Cependant, l'accès se fait par un guichet unique, donc les artistes ont l'expérience d'une seule entité. Nous avons 2 services principaux que nous offrons aux artistes. Le premier, c'est l'accueil d'artistes en résidence de recherche-création. Ça regroupe autant l'hébergement que l'accès à un parc d'équipements spécialisés en pré-production, production et post-production dans les disciplines des organismes que je vous ai nommés tout à l'heure. Également, l'accès à des lieux de diffusion et de production qui totalisent 5 400 mètres carrés. Alors, pour ceux qui fonctionnent encore en impérial, les Canadiens, c'est 58 000 pieds carrés. Les artistes ont également accès à un laboratoire vivant intersectoriel qui prend la forme d'une forêt privée d'une superficie de 60 hectares et qui est adjacente à une forêt publique de 500 hectares, parce que toutes les pratiques artistiques ne peuvent pas être soutenues entre 4 murs. Et on offre également aux artistes un service de réseautage professionnel et de soutien au développement de leur carrière et des formations. Donc ça, c'est le service vraiment qui s'adresse aux artistes. Toutefois, pour les professionnels du milieu culturel ou encore pour les dirigeants d'organisations, on offre également de l'accompagnement et des services de consultation pour les groupes qui souhaitent réaliser à leur tour des projets de mutualisation. Donc, ça inclut de l'analyse de besoins, établir les principes fondateurs du projet, évaluer les ressources requises, proposer des modèles de gouvernance et concevoir des plans d'action et surtout accompagner dans la durée. Alors, de quelle manière fonctionne l'écosystème? Vu que c'est 6 organisations, ça soulève beaucoup de questions. C'est un modèle de gouvernance décentralisée. Il n'y a pas d'organisation centrale. Alors, chaque organisation a sa propre gouvernance avec ses membres et son conseil d'administration. Et les 6 conseils d'administration mandatent par projet les directions générales de chacune des organisations pour co-construire les projets. Les décisions se prennent par consensus. Et les processus sont davantage orientés vers la délibération que la votation. Quant aux actifs, parce qu'on a quand même les équipements, des espaces physiques en commun pour une valeur d'environ 3 millions de dollars, ils sont financés souvent par des démarches communes des 6 organisations pour aller chercher autant des fonds publics que privés.
Et la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque organisation est propriétaire de ses actifs, ceux qui sont relatifs aux expertises de sa mission. Et par la suite, avec un protocole, on va définir les priorités d'accès, le partage des coûts d'entretien, des règles concernant la revente et la responsabilité de chacun d'assurer l'accès à l'équivalence de ce qui aurait été disposé pour assurer une pérennité du bassin de ressources partagées. Ce qui est à venir pour l'écosystème, on a 3 axes de développement principaux. Le premier, c'est multiplier les résidences d'artistes internationaux, ce qui va inclure la réciprocité d'accueil avec les pays avec qui on va développer des ententes pour permettre que ces artistes-là bénéficient de l'écosystème, mais aussi pour que les artistes canadiens puissent bénéficier de circulation internationale. Le deuxième axe de développement de l'écosystème, c'est on souhaite développer nos infrastructures de manière innovante pour offrir des espaces adaptés aux pratiques artistiques actuelles, surtout incluant les enjeux du numérique et le défi du financement et de l'entretien de ces outils qui évoluent rapidement. Et le troisième axe de développement de l'écosystème, c'est de mettre sur pied un modèle de gouvernance atomisé, donc qui permettrait à tous les membres et à tous les utilisateurs de l'écosystème de participer à différents niveaux de décision selon leur expertise et selon leur niveau d'engagement. Alors, donc, c'est un projet de gouvernance numérique qui est basé sur le concept d'organisme autonome décentralisé. C'est un concept qui existe déjà, qui est en cours d'expérimentation et qui utilise notamment les registres distribués, c'est-à-dire la famille élargie dans laquelle on va retrouver la chaîne de blocs ou la blockchain. Alors, en conclusion, la philosophie centrale de l'écosystème de cette initiative, c'est que la collaboration, c'est un modèle d'action à part entière. Ce n'est pas qu'une valeur, la collaboration. Et actuellement, nos sociétés traversent des crises majeures, tant sur le plan social, économique qu'écologique. Alors, pour faire face au changement climatique, à la crise de la biodiversité et aux conséquences de l'anthropocène, notre position, c'est que les solutions sont avant tout philosophiques et non technologiques. Alors, pour repenser le rapport au vivant, il va donc falloir revoir notre relation aux écosystèmes, on porte bien notre nom. C'est un repositionnement de la sensibilité et en ce sens, nous croyons que l'art et le design sont des disciplines capables de modéliser des pistes de solutions concrètes. Alors, pour que nos villes soient créatives, elles doivent être collaboratives et c'est en ce sens que nous agissons. Alors, j'ai hâte de voir si ces propos pourront soutenir la discussion. Merci Sébastien, on aura certainement l'occasion d'en discuter davantage lors de la séance de discussion. J'inviterai notre troisième panéliste, Delphine Marot, qui est chef de service coaching au BEP TRAC, dans un partenariat que Delphine pourra vous expliquer, pour le TRAC de Namur. Delphine, à toi la parole. Eh bien, est-ce que vous m'entendez ? Alors, donc moi, je représente le TRAC, qui est en effet le hub créatif namurois. C'est à la fois un espace, mais aussi toute une dynamique d'animation et d'accompagnement de projets qui est portée en effet par 3 partenaires. Donc moi, je représente le BEP, qui est une agence de développement économique. Notre deuxième partenaire, c'est le KIC Festival et le troisième, c'est l'Université de Namur. Donc, au croisement des 3 ADN, nous portons le projet TRAC qui, comme vous le voyez, est à la fois un lieu, mais qui est bien plus que ça aussi. Alors, je vais détailler un petit peu les choses et j'avais envie d'abord de vous montrer peut-être quelques images de ce lieu. Donc, le TRAC est situé au cœur de Namur, la capitale de la Wallonie, et nous bénéficions de 3000 m² sur 3 niveaux, avec la chance d'être vraiment au bord de l'eau, à 2 pas de la confluence et d'être vraiment bien situé en intramuros. C'est un lieu qui s'incarne dans Namur, mais qui a aussi la volonté de rayonner sur l'ensemble du territoire namurois, donc recouvre les 38 communes. Le lieu se compose de bureaux, donc nous avons 16 bureaux privatifs, des espaces que nous louons donc à des entreprises. Nous avons aussi un lieu qui est très ouvert, donc avec pas mal de petits coins discussion, des petits coins pour avoir un moment, boire un café, discuter d'un projet, des espaces plus chill où on peut se poser un petit peu, lire un livre et un coin cafétéria.
Nous disposons aussi de 80 places de coworking sur 2 plateaux, d'une agora qui nous permet d'avoir un espace central au sein du TRAC permettant de dispenser des conférences, animer des workshops, avoir des débats, mettre en place des événements au sein du lieu. Et l'objectif aussi, c'est de permettre aux gens de se réunir et d'échanger dans des salles conçues pour être facilement adaptables, modulables, pour y animer des ateliers de créativité, des sessions d'intelligence collective et de brainstorming. Alors, notre partenaire qui est le KIC Festival, donc c'est un festival qui a lieu chaque année depuis maintenant 10 ans, qui a une portée internationale puisqu'il recouvre plus de 50 nationalités. Il y a plus de 30 000 visiteurs qui viennent chaque année, fin octobre, début novembre, à Namur pour participer à ces échanges sur le numérique et les cultures digitales et créatives. Mais notre partenaire s'incarne dans le lieu du TRAC tout au long de l'année et y anime notamment un Fab Lab, donc qui est de 300 mètres carrés et qui dispose de différentes machines à commande numériques. Au-delà de ça, notre partenaire KIC est aussi en charge de tout un programme d'animation, donc au niveau de workshops plus techniques et d'aide au prototypage. Alors, nos publics cibles sont principalement pour le lieu en tant que tel, nos résidents, les industries culturelles et créatives, donc les publics issus du secteur du numérique. Mais je vous le disais, nous rayonnons au-delà du TRAC et donc la volonté, c'est aussi de capter un public élargi, donc toutes les entreprises du territoire namurois, un peu tous secteurs confondus. Et par contre, le critère, c'est celles qui auront la volonté d'innover et de venir s'immerger dans le lieu pour être plus créatives et développer de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est une approche de l'innovation au sens large. Alors, c'est en ça qu'on dit qu'au TRAC, nous avons différents types de communautés, les porteurs de projets, les chercheurs, les experts, les étudiants entrepreneurs, les makers. Et notre volonté au sein du Hub, c'est évidemment de faire en sorte que ces communautés se croisent, travaillent ensemble en intelligence collective, en collaboration, et d'animer ces communautés, de faire en sorte que ces connexions puissent avoir lieu par tout un programme que nous mettons en place et que nous déployons au niveau du BEF, du KIC et de l'UNAMUR pour faire en sorte que les profils se rencontrent et créent ensemble. Alors, le TRAC se positionne comme un laboratoire des possibles. Donc, voilà, c'est un lieu qui est dédicacé à la créativité et à l'innovation. Donc, on vient au TRAC pour s'inspirer pour toute une série de conférences que nous animons, de TRAC Morning, de webinaires, de talks et autres click and chips que vous connaissez peut-être par ailleurs. On vient s'inspirer, mais on vient aussi développer ces projets. Ce qui veut dire que le TRAC met en place des formats d'accompagnement donc pour permettre aux personnes, aux entreprises, aux porteurs de projets, à nos différents publics d'innover, de créer, de développer une idée, d'aller jusqu'à un projet, jusqu'à une création d'entreprise. Les services du TRAC sont assez larges puisqu'ils vont de l'inspiration, comme je vous le disais, en passant par le testing, le prototypage avec nos différents partenaires, mais nous connectons aussi avec d'autres conseillers d'entreprise au sein du BEP s'il y a des levées de fonds envisagées ou d'autres types d'accompagnement plus classiques pour permettre à ces projets innovants de voir le lieu. Alors, de voir le jour, pardon. Alors aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous partager un autre projet qui nous tient à cœur. Ça fait partie des projets thématiques que nous menons au sein du TRAC. Donc cette année, nous avons déployé un programme Smart City, donc vraiment pour faire le lien entre le territoire et les dynamiques d'accompagnement que nous avons et de croisement de communautés. Donc c'est un projet qui s'est déployé au 2e trimestre et qui se poursuivra sur l'année 2021. C'est un cycle en plusieurs étapes. Nous avons d'abord invité les communes à venir nous parler de leurs problématiques. Ils sont venus pitcher donc dans l'arène toute une série d'enjeux qu'ils avaient et de projets qu'ils souhaitaient développer, donc des idées, souvent c'est des projets qui étaient au stade de l'idée, qui ont permis d'éveiller l'émergence d'idées au niveau de différentes communautés que nous avons mis autour de la table pour mettre en place une structuration d'idées, pour donner plus d'informations. Donc nous avions réuni différents types de publics qui ont permis à un moment donné d'enrichir et de faire émerger de nouvelles idées par rapport à ces projets communaux et finalement de faire en sorte qu'ils soient boostés en vue d'appels à projets régionaux et de sources de financement qui pourrait être activable fin de cette année. J'avais envie de vous parler de ce projet-là parce que pour moi, le TRAC s'incarne à Namur, mais rayonne sur tout son territoire et a pour vocation d'être au croisement de différents publics, donc d'être au service de communes, au service d'entreprises, au service d'experts, de faire en sorte que tous ces mondes-là se croisent et co-créent ensemble. Ici, pour ce projet-là, c'était 6 communes et 16 experts qui ont œuvré sur cette thématique-là. Et donc, on est bien, je trouve, au croisement de nos ambitions, à savoir mêler des communautés, travailler avec des méthodologies de la créativité, de l'intelligence collective et de l'économie collaborative au service de projets, qu'ils soient plus thématiques, qu'ils soient communaux ou qu'ils soient plutôt privés.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et je vous souhaite à bientôt au TRAC si vous voulez venir visiter et faire un tour à Namur. Merci Delphine pour cette présentation. Je céderai maintenant la parole à Damien Silès, directeur général du quartier de l'innovation à Montréal. Bonjour, bonjour à tous. Dans un premier temps, bonjour et merci pour cette invitation, Sharon, très appréciée. Je souhaite un bon rétablissement à notre ami Adrien, qui a la chance depuis quelques années de partager nos bureaux dans le quartier Innovation de Montréal et avec lequel on travaille de façon intensément. Quartier Innovation de Montréal est né il y a 7 ans. De 2 universités, l'Université McGill et l'ETS, École de technologie supérieure de Montréal. Et l'idée était vraiment de voir comment nous pouvions créer au centre-ville de Montréal, qui est, je rappelle, la première ville universitaire au Canada, avoir la possibilité d'utiliser cette force et de créer un territoire d'expérimentation urbain de calibre international, et en travaillant sur quatre domaines. L'industriel, le culturel et le social, l'urbain et la recherche et le développement. Alors, la vision a été mise en place et ce que nous voulons faire vraiment, c'est un écosystème avec lequel nous travaillons ensemble, c'est-à-dire le privé, l'académique, le public et la chose très, très importante, aujourd'hui on parle de ville connectée et créative pour et le citoyen. C'est-à-dire que la majorité des projets que nous faisons, nous essayons de voir de quelle manière nous avons la possibilité d'inclure le citoyen dans les projets ou dans le processus d'innovation. Alors, à partir de ça, il y a 4 ans, on a créé avec des partenaires privés et académiques ce qu'on appelle toujours le LabVie. Le LabVie, pour nous, c'est quoi? C'est un laboratoire à ciel ouvert au centre-ville de Montréal de la vie intelligente. Et donc, on s'est associé avec en télécommunication avec l'entreprise qui s'appelle Vidéotron ici, et on a installé dans un premier temps une infrastructure 5G, une infrastructure Internet des objets sur un territoire à peu près de 4 km². On touche à peu près entre 90 000 et 100 000 personnes dans 2 arrondissements de Montréal, et on a voulu tester des projets. Donc, on a proposé au secteur académique, au secteur privé, des grandes et des moyennes entreprises, mais aussi des startups. Montréal compte 45 incubateurs, à peu près 2500 startups qui travaillent à chaque année. Beaucoup, la moitié meurt au bout de 6 mois, une moyenne à peu près dans toutes les grandes villes dans le monde. Donc, voir à partir de ce terrain de jeu comment on pouvait mettre en place différents projets et être capable de faire quelque chose. Alors, en 4 ans, on a eu à peu près 80 projets qui ont été soumis. 21 d'entre eux sont en cours de réalisation ou ont été réalisés. On a créé aussi des ateliers de co-création avec la communauté pour voir qu'est-ce qu'ils désiraient, qu'est-ce qu'ils voulaient, sans imposer toujours des projets. Et on a à peu près 7 projets d'infrastructure qui ont été installés par le privé et 5 projets qui sont actuellement en test sur le terrain. Alors, j'aimerais juste prendre 2 projets qu'on a mis. Alors, vous savez, comme en Belgique, comme partout, la pandémie a été catastrophique et l'est encore. Nous sommes en 4e vague. Pendant que vous parliez, les chiffres tombaient, les chiffres quotidiens qui ne sont pas bons pour le Québec, malheureusement. On est en télétravail. Je suis le seul au bureau aujourd'hui. Donc, tout ça nous a malheureusement arrêté quelques projets. Et nous avions mis un très gros projet en place, qui était la navette électrique autonome qu'on devait mettre dans le quartier Innovation de Montréal. Pour ce fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas imposé un territoire et un parcours d'un métro à un autre métro ou d'un point A à un point B, mais on a parlé avec nos partenaires qui étaient Keolis, en leur disant on va consulter la population, on va s'associer avec l'université l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, avec la faculté en études urbaines, et on va demander
et voir la problématique que nous avons dans le quartier. Et une des problématiques était les déserts alimentaires. Donc, déserts alimentaires, dans un rayon de 500 mètres, vous n'avez pas la possibilité d'acheter de la nourriture fraîche. Alors, avec la population, on a travaillé pour mettre en place un parcours de 2,4 km. On a calmé nos partenaires en disant « vous attendez 6 mois, on regarde ça ensemble », ce qui s'est fait. Et on a été chercher donc un financement public-privé, 50-50. Et on a retravaillé avec naturellement la ville, on a retravaillé avec nos partenaires. Et l'idée était d'installer aussi la 5G sur cette navette et d'utiliser cette navette pour être capable d'aller mieux s'alimenter. La Covid est venue encore et toujours, malheureusement, on est en pleine pandémie. Un exemple, le métro de Montréal est utilisé actuellement à 50% de sa capacité. Donc, il est un peu difficile à très court terme, voire moyen terme, de mettre 15 personnes dans une petite navette électrique. Donc, on attend de voir la suite des choses pour voir s'il y a la possibilité de le faire. Un deuxième projet qu'on a fait, c'est technologique. Comment, par exemple, aider des jeunes qui ont des problèmes de TDAH. Donc, on a une start-up qui fabrique des miroirs intelligents et qui est en train de créer actuellement, avec une fondation, un miroir intelligent avec un avatar. Et c'est du cas par cas, à savoir, elle va recréer un avatar pour aider les jeunes à se brosser les dents, à se coiffer, à se laver le visage, etc. Et on va le tester naturellement dans cet endroit, dans cette fondation qui s'appelle la Fondation des Petits Rois. Et on regarde de quelle manière, encore une fois, la technologie peut évoluer avec l'aide des animateurs, des travailleurs sociaux dans ce cas-là, et voir de quelle manière on peut amener, encore une fois, le citoyen lambda dans un processus d'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec les jeunes, mais on est en train de voir actuellement la possibilité de faire exactement le même projet avec des personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes de maladie d'Alzheimer, de voir comment on peut les accompagner dans leur quotidien. Donc, dans chaque projet qu'on essaye de faire, on essaye d'inclure le citoyen et de ne pas imposer une technologie. Ça, c'est très, très important. Je viens de donner deux web internationales sur la ville intelligente et 2 éléments revenaient souvent. OK, comment gérer le data de façon publique? Et la deuxième, comment impliquer le citoyen et responsabiliser le citoyen dans l'ensemble des projets. Je dirais humaniser, démocratiser la technologie de façon concrète, de façon participative et d'amont en aval, avec des ateliers co-créatifs, avec des startups et des compagnies, et ensuite avec un terrain de jeu pour s'amuser et pour voir de quelle manière on a une possibilité de rendre une ville intelligente, et c'est un mot qui est souvent utilisé, mais comment on peut donc, dans ces cas-là, être inclusif et voir de quelle manière, et je reparle de pandémie, parce que tout a changé, le mode des gens, le mode de travail des gens peut être inclus dans cette ville intelligente et qu'on puisse faire donc des choses complètement différentes. Donc, je vous invite à regarder notre site internet si vous avez des questions, ou communiquer naturellement avec Adrien, qui normalement, hors pandémie, a son bureau qui est juste en bas, et on a très hâte de le revoir parmi nous. Donc, je vous remercie beaucoup, et ça me fera très plaisir de participer et de répondre naturellement tout à l'heure à vos questions. Merci Damien pour cette présentation et ces exemples aussi très parlants sur la manière d'intégrer le citoyen dans la résolution de problèmes. J'inviterai maintenant le dernier panéliste, Jérôme Van Herff, qui est directeur général à la Grande Poste située à Liège. À toi la parole, Jérôme. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Okay, parfait, super. Bonjour tout le monde, désolé pour le petit retard, comme je le disais à Sharon. Donc déjà, merci à Sharon et à Michel pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui avec vous tous. Et je vais un petit peu fanfaronner, je ne suis pas en Belgique. Je suis parti en vacances ce matin et là, je viens juste d'arriver en Bourgogne. Donc promis, je boirai un petit verre à votre santé tout à l'heure dès que j'aurai raccroché ce Zoom. Alors, comme vous venez de le dire, moi, je m'occupe du projet La Grand Poste. Alors, moi, je travaille pour un fonds d'investissement qui s'appelle Neuchac, qui est un fonds qui existe depuis plus de 30 ans et qui investit dans différents secteurs d'activité, la biotech, l'immobilier, La Grand Poste en fait partie, vous voyez ici sur le slide,
tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est industrie 4.0, tout ce qui est industrie culturelle et créative, énergie et développement durable, etc., etc. Alors, on est un fonds qui est en partie public et en partie privé, ce qui fait qu'on a une double casquette. Oui, on est un fonds, l'objectif, c'est d'être rentable. Par contre, notre ADN public nous pousse à participer à la co-création d'écosystèmes dans les secteurs que je viens de vous citer. Alors, ce qui est important quand on parle d'écosystème, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est un écosystème parce que vous savez tous ce que c'est que localement, il y ait un lieu qui représente ce ou ces secteurs. Par exemple, à côté de l'hôpital Montélégia qui a inauguré en centre-ville de Liège au début du premier confinement, on est en train de construire tout un zoning pour la bibliothèque belge et internationale. Et donc, ce lieu a vraiment pour ambition d'attirer et d'animer et de faire échanger des projets autour de la bibliothèque. Et bien là, Grand Poste, et de manière plus globale, je vous expliquerai un peu plus loin, le district créatif de Liège, donc, un quartier qui est situé en centre-ville le long de la Meuse, donc la rivière qui coule à Liège, a pour ambition vraiment de rassembler l'écosystème local et au-delà, évidemment, quand il y a des internationaux qui viennent, autour des industries culturelles et créatives, mais également de tout ce qui est innovation dans le domaine des médias et du divertissement. Alors, petit bout d'histoire, alors ça me fait plaisir de vous le présenter, parce que pour les Wallons, je pense qu'ils l'ont vu passer, mais on a inauguré ce bâtiment pour la deuxième fois il y a 2 semaines, et c'est la première fois que je le présente hors des frontières belges. Donc, c'est un totem depuis 1901, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'était une poste. Et pendant plus d'un siècle, ça a été vraiment la poste, l'hôtel des postes de la ville de Liège, pour maintenant arriver à l'inauguration d'il y a 2 semaines à ce bâtiment entièrement rénové, qui est dans lequel Nochac, donc le fonds pour qui je travaille, et un promoteur immobilier qui s'appelle BPI, sont propriétaires. Alors, comme je le disais, la Grand Poste, c'est un bâtiment, mais c'est surtout la porte d'entrée du quartier que vous voyez ici sur le slide en jaune, qui s'appelle le quartier Grand Léopold, le long de la Meuse, vraiment en plein cœur de la ville. Et Nochac, par exemple, c'est le fonds, est situé dans le bâtiment 1, et nous sommes en train de rénover, donc le 6, ça c'est la faculté de philo et lettres de l'Université de Liège, le 7, c'est le théâtre de Liège, et les autres bâtiments que vous voyez en noir, ce sont des bâtiments que nous sommes en train de rénover, qui vont suivre la rénovation de la Grand Poste, qui est le bâtiment 5 ici, pour en faire vraiment un district créatif. Et donc, quand j'explique la Grand Poste, je dis toujours que ça en est la porte d'entrée d'un bâtiment, c'est l'étage -1, 0 et 1. Et par contre, les bâtiments que nous sommes en train de rénover avec le fonds correspondent aux étages 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et les rues correspondent aux couloirs du bâtiment. Alors, on ne démarre pas de zéro, ça fait déjà 15 ans que nous sommes dans le quartier avec Nochac, mais également avec le fonds InSquare qui investit dans les startups digitales. Il y a déjà un coworking beaucoup plus petit qui existait. C'est plutôt une suite logique, un nouveau développement pour le quartier et les activités qu'on a dans ce secteur. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y a un acteur comme le RILAB Fab Lab. C'est le Fab Lab de Liège. Il se situe dans le quartier, dans le bâtiment numéro 1. Alors, la Grand Poste, plus spécifiquement, a 3 objectifs. Tout d'abord, un objectif de réseautage. Le lieu a vraiment été réfléchi avec les designers. Vous verrez tout à l'heure quelques images pour que les acteurs de tout l'écosystème, les startups, les scale-up, les PME, les grandes entreprises, les acteurs universitaires, les fonds d'investissement se rassemblent et travaillent ensemble. C'est également un bâtiment qui a été vraiment réfléchi avec les designers pour qu'on puisse y appliquer toutes les techniques des New Way of Working, une nouvelle manière de travailler. Et enfin, vous l'avez compris, c'est avant tout un outil de développement économique dans le secteur des industries culturelles et créatives, dans le secteur du digital et des médias, mais également pour tout le quartier en plein centre-ville de la ville de Liège. Alors, la proposition de valeur du bâtiment, il y a 5 piliers. Il y a tout d'abord un pilier qui est un peu la face émergée de l'iceberg, très important quand, les dernières années, on a eu l'occasion d'aller visiter, par exemple, le quartier de l'innovation. Il y a quelques années, une visite d'un de mes collègues, Hugues Danz, avec le ministre Marcourt, en 2000, je pense que c'était en 2010, il y a même plus que ça, ou 2012, je n'ai plus les dates exactes, ou par exemple aussi la Bergen Media City en Norvège, qui est un gros hub média. On a remarqué que, et dans d'autres visites, qu'avoir une connexion avec le grand public était clé dans le projet. Ce n'était pas juste mettre en connexion un écosystème professionnel, mais connecter avec le grand public. Donc, directement dans le projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à y mettre dans la Grand Poste un food market, un espace où on retrouve des comptoirs d'artisans locaux qui proposent de la street food, donc on retrouve dans plusieurs villes dans le monde, pour justement, donc géré par des producteurs locaux qui sont basés en province de Liège, qui permet au grand public de venir 7 jours sur 7. Alors, on est en Belgique, avoir un bâtiment comme ça sans une brasserie artisanale, ce n'est pas possible. Donc, on retrouve au -1 de la Grand Poste une brasserie
semi-industriel qui produit déjà depuis 6 mois et qui produira chaque année à terme jusqu'à 1 million de litres de bière par an, donc 10 000 hectolitres. Ensuite, et là on arrive vraiment dans la partie écosystémique et développement et des connexions que je vous expliquais tout à l'heure, on a 3 piliers. Tout d'abord, de manière plus classique, un coworking avec des bureaux privés actifs, mais également des espaces pour travailler de manière partagée. Il y a également la présence du master en journalisme de l'Université de Liège avec tous ces étudiants, 15 studios, des studios télé, des green key, des studios de prise de son, salle de cours, la radio des étudiants en 48 FM est présent à la Grand Poste, qui permettent justement d'avoir cet élément très important. Damien en parlait tout à l'heure, la connexion avec l'université. Et enfin, la Grand Poste n'est pas elle-même un incubateur, mais par contre, on aime bien l'appeler l'incubateur d'incubateurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'incube pas des boîtes. Par contre, on a développé différents espaces, différents outils qui permettent à des incubateurs, à des accélérateurs, à des hackathons de venir développer leurs activités sur place avec la possibilité de le faire au cœur d'un écosystème dans un bâtiment qui a été prévu pour. Alors, nous avons, comme je le disais, une double spécialisation. Tout ce qui est créativité, ça c'est de manière globale, mais avec vraiment 2 secteurs forts qui sont liés au fonds Onochak qui investit dans ce secteur, entre autres, tout ce qui est digital et nouvelle économie et tout ce qui est innovation technologique dans ce qu'on appelle les médias et l'entertainment et les divertissements. La présence, par exemple, de l'université sur place est un exemple et d'ici 2 ans, le bâtiment sera d'ailleurs agrandi et on retrouvera deux médias, RTC qui est la télévision locale qui va venir à la Grand Poste, mais également le Rossel qui est un acteur qui regroupe certains grands médias, Rossel Liège, bien connus en Belgique. Alors ça, je ne vais pas spécialement très rapidement vous dire nos valeurs, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on fasse les choses de manière professionnelle. Vous allez voir quelques images avec une esthétique et de l'audace, mais toujours avec cette convivialité. Je pense qu'on partage avec nos amis québécois et donc mes collègues wallons, une convivialité, le sourire et toujours de manière très positive. Alors, les publics, il y en a 3 différents. Nous avons les professionnels. 400 personnes au day-to-day peuvent venir travailler à la Grand Poste. Les étudiants, j'en ai déjà parlé. Là, on parle de 100 étudiants qui peuvent venir travailler à la Grand Poste chaque semaine avec le Venture Lab, l'incubateur des étudiants entrepreneurs, qui est présent à la Grand Poste déjà depuis quelques mois, le master en journalisme, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et enfin, le grand public qui, tous les jours, peut venir midi et soir. Donc, 7 jours sur 7, on parle de plus de 200 personnes en même temps qui peuvent être sur place. Alors, la communauté est déjà bien existante, grandie, même si on a inauguré il y a 2 semaines, on développe le projet déjà depuis plusieurs mois et on est présent dans le quartier déjà depuis plusieurs années. Voilà quelques exemples d'acteurs qui sont présents. On parle d'acteurs universitaires, évidemment, de fonds, de start-up, l'Université de Liège, des médias, des start-up, des scale-up qui sont présents pour venir sur place. Alors, je vois que les 8 minutes sont passées, donc je ne vous montrerai pas des images. N'hésitez pas à aller voir le site lagrandposte.be. Il y a toutes les images qu'il faut. Et en tout cas, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous et de vous accueillir quand vous êtes de passage à Liège pour travailler, évidemment, et vous l'aurez compris, également boire une petite bière. Un grand merci, Jérôme, pour cette présentation. J'ai bien vu aussi dans le clavardage une question de Adrien Céleste. Merci. On aura l'occasion de l'adresser après cette période de discussion. J'ouvrirai la période de discussion en mentionnant qu'il y a plusieurs éléments de similarité entre vos différentes initiatives. D'une part, vous offrez du support aux entrepreneurs culturels, notamment dans les phases d'idéation et d'expérimentation, et puis vous favorisez les maillages entre la communauté artistique, les citoyens, les institutions académiques et la communauté d'affaires. Alors, j'aurais 2 questions pour vous, puis ensuite on aura l'occasion d'aborder d'autres enjeux qui ont été mentionnés, mais mes 2 questions sont les suivantes. Première question, quel est l'impact de vos initiatives dans vos écosystèmes? Et quand on parle d'impact, ça peut être décliné en termes économiques, sociaux, culturels, bien sûr. Et d'autre part, quels sont les défis liés à l'ancrage de vos initiatives dans la communauté ou encore leur institutionnalisation? Je vous écoute. Vous pouvez y aller, honnêtement, oui, OK, Stéphanie. Oui, voilà. Mais je pense que voilà, au niveau de l'impact, et comme tu le dis bien, Marie-Odile, on est tous assez similaires. Donc moi, je ne l'ai pas mentionné, j'ai dit qu'on était un collectif d'acteurs. Donc effectivement,
par simplification, on ne rentre pas toujours dans les détails de qui compose l'ensemble du collectif, mais on a les similitudes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un organe plutôt d'accompagnement au développement territorial, un organe d'accompagnement au développement économique, une université et souvent une casquette plus spécialisée, soit au niveau créativité, soit au niveau, par exemple, industrie 4.0, comme ça a été mentionné aussi dans certaines présentations. Donc, au niveau impact, je pense qu'on a vraiment aussi cette capacité à être un dispositif d'accompagnement et de structuration de projets à l'échelle du territoire toujours, et de favoriser à la fois un être ensemble par l'institution de lieux un peu totem, comme le disait Jérôme, mais aussi et surtout, à mon sens, le faire ensemble, c'est-à-dire qu'on essaie aussi de se positionner pour encourager et soutenir le développement de nouvelles pratiques qui sont toujours susceptibles d'adresser à la fois des défis, mais aussi des nouvelles configurations territoriales mais qui impliquent différents types de publics dans les échanges. Petite question par rapport à ces nouvelles pratiques-là. Est-ce que vous avez des partenariats, du moment que vous avez identifié des nouvelles pratiques, comment ces nouvelles pratiques-là sont diffusées hors de vos réseaux? Par rapport à la diffusion des pratiques, tu veux dire comment est-ce qu'on arrive à faire se saisir les acteurs territoriaux de ces pratiques? Exact. Justement, en proposant un accompagnement par projet aussi et en étant un interlocuteur, une interface parfois entre différents types de publics et en servant l'accompagnement de projet pour qu'il puisse se concrétiser au maximum. Typiquement, si je pense à la cible culturelle, on essaye de sensibiliser aussi à tout ce qui est, par exemple, médiation numérique. Donc voilà, en démontrant la mise à disposition de compétences, l'accompagnement et aussi la mise en connexion avec des spécialistes qui sont dans le développement de compétences, des centres de compétences, etc., qui peuvent vraiment répondre à des besoins spécifiques. Et nous, on est là à la fois pour aider à la structuration de projets englobants avec une visée projet, mais aussi à accompagner sur, je dirais, le processus de changement. Merci Stéphanie. Alors, je veux bien prendre la parole si vous voulez. Donc, nous, par rapport aux impacts, clairement, ce qu'on fait depuis plusieurs années via le quartier que vous expliquez tout à l'heure, le district créatif et tous les acteurs qui sont déjà présents, mais pas que les acteurs locaux, régionaux et donc internationaux, et c'est le but de ce genre de discussion aussi aujourd'hui, c'est d'être un créateur de liens, c'est-à-dire que souvent, ces acteurs restent dans leur propre écosystèmes, dans leur zone de confort, etc. Et notre rôle vraiment, et j'entends parler que se développe de plus en plus, et tant mieux, des tiers-lieux, des choses comme ça, mais certains qui essaient de le développer ne pensent pas toujours à proposer de l'animation, et c'est clé de l'animation des liens. Et je le disais tout à l'heure, ce qui est fort important, surtout en centre-ville, c'est le lien avec le grand public, les artistes et les start-upers. Alors, par rapport au challenge, je le disais, c'est lié à ce que je viens de dire, c'est de mixer les publics. Ça, c'est vraiment l'équipe qui travaille au day-to-day pour pouvoir y arriver. Que aussi tous les acteurs, et essentiellement le grand public, on le voit très fort maintenant avec la Grand Poste qui vient d'inaugurer et que les Liégeois connaissent bien, mais connaissent bien avec son ancienne activité, c'est qu'ils comprennent bien ce qui se passe dedans et ce qui se passe dans le quartier. Ça, c'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est un challenge important. On est basé en plein centre-ville. Ça peut paraître assez bateau. Liège est en plus pour le moment en train il y a pas mal de travaux dans la ville parce qu'on est en train d'y remettre le tram qu'on a enlevé il y a 30 ans. Donc, voilà. Et donc, il y a ce problème évidemment d'être en centre-ville et de trafic. Et puis, ce challenge aussi, et c'est un des secteurs dans lequel Nochac investit aussi. Il y a un fonds qui vient d'être créé il y a quelques mois dans le secteur, c'est tout ce qui est technologie dans le domaine de l'immobilier. Donc, c'est de pouvoir utiliser ces technos pour justement amener la possibilité au bâtiment d'être déjà moins utilisateur d'énergie, ça c'est sûr, mais aussi que le grand public puisse mieux utiliser le bâtiment, le quartier, et on parle de Smart City évidemment, et tout le potentiel qu'il y a là-dedans. Donc je pense que dans les challenges, ça va vraiment bien comprendre les technologies dans le domaine de l'immobilier et le PropTech. Moi, si je peux rebondir au niveau du track sur ce que mes collègues wallons viennent de dire, je suis 100% en ligne avec Jérôme, à savoir que l'enjeu, c'est de mixer les profils, les différents publics, mais que ça ne se fait pas naturellement.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite chez nous une politique d'animation, de croisement de profils. Et je pense que c'est en faisant en sorte que l'interpersonnel soit travaillé, que les connexions se fassent, que la confiance vienne, qu'on fait en sorte de générer des projets à valeur ajoutée. Mais toutes ces connexions se font certes naturellement, mais doivent être, selon moi, amplifiées, développées, boostées. Et donc, c'est vraiment un travail de nos équipes d'animation au quotidien que de faire en sorte de mêler les profils et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Je vais peut-être répondre, si c'est OK. La question qui a été posée sur l'impact, je crois que c'est la question métaphysique la plus importante. Et depuis 7 ans, depuis l'existence de Create Innovation, on se la pose à chaque jour. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'innovation, c'est très difficile d'avoir quelque chose dans la glace, à savoir mon téléphone qui est actuellement ici, dans 3 mois, il sera désuet parce qu'un nouveau téléphone va sortir. Donc l'impact qu'on va avoir à un temps X ne sera plus le même dans un temps Y. On essaye dans notre cas, pour l'impact, de voir sur trois niveaux. Tout à l'heure, Jérôme parlait de la participation. Je crois que c'est très important. Ça ne sert à rien de faire des activités si personne ne participe, et du testage également. Donc, encore une fois, comment les acteurs peuvent participer à toutes les actions que nous faisons. On s'entend qu'on peut quantifier tout ça. La deuxième, qui est aussi importante, parce qu'on est un OSBL, un organisme en but lucratif, donc on a des partenaires privés, des partenaires publics qui investissent de l'argent et qui veulent voir, quand c'est possible, la retombée financière. Donc là, on peut revoir des retombées, on peut faire des calculs financiers dans certains moments, et pour certains projets, au niveau de l'investissement qui a été mis, au niveau des contrats qui vont être développés, etc. Et la troisième, c'est un impact technologique, quand c'est technologique, à savoir le faire non pas dans un milieu qui est hors de la ville, mais directement au centre de la ville. Et au niveau de la diffusion, et ça c'est très important, il y a toujours une politique qui est très importante de notre côté, de démocratiser les projets que nous faisons et d'avoir encore une fois un sentiment de fierté par rapport à nos startups, par rapport à nos artistes, par rapport à nos étudiants. Donc, on a la possibilité sur nos réseaux sociaux d'en faire la promotion. On avait une émission de télévision aussi qui faisait dans tout le Québec la promotion d'innovation sur différents termes avec nos startups. Mais c'est une question très, très importante sur l'impact. Merci de l'avoir posée. Elle n'est pas facile à répondre parce que chacun va répondre quelque chose de différent. Merci. Je compléterais peut-être du côté de l'initiative de l'écosystème les 2 impacts que j'aurais envie de mettre de l'avant. Le premier, c'est proposer un modèle d'action qui touche les périphéries. On parle beaucoup de villes intelligentes, mais qu'en est-il des régions intelligentes, ou du moins des périphéries intelligentes? C'est évident que dans un environnement urbain densément peuplé, d'intéressants modèles d'action foisonnent. Et qu'est-ce qu'on fait de la majorité des territoires qui ne sont pas densément peuplés? Là, je parle du Canada, bien entendu. Donc, au Canada, vous allez avoir davantage de kilomètres carrés, je dirais même de kilomètres cubes, parce que le territoire, ce n'est pas qu'une galette, qui n'ont pas de proposition de modèle d'action par rapport à toutes ces thématiques de la créativité, de l'intelligence, etc. Alors donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de le penser dans une perspective périphérique. Et puis, le deuxième impact que j'aurais aimé mettre en valeur, c'est celui d'assurer, parce que bon, moi, je suis d'une culture de l'autogestion, je suis du milieu artistique, donc je suis dans une perspective politique de l'autogestion qui a grand besoin d'être actualisée, en vérité. Et puis, on parle beaucoup des créatifs, mais quand on regarde leur réalité économique, les artistes, du moins, les créatifs, c'est un mot très large, mais du moins, les artistes ne sont pas toujours les mieux nantis de tout l'écosystème de la créativité, n'est-ce pas? Alors, de quelle manière peuvent-ils s'approprier des leviers pour assurer leur propre pérennité? Et dans les différents projets qui ont été présentés aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande diversité au niveau de qui sont les porteurs de dossiers. Dans certains cas, c'est des assemblages, bien évidemment, des acteurs gouvernementaux, des institutions publiques, des partenaires privés.
Mon objectif n'est pas je ne connais pas suffisamment vos initiatives pour les commenter. Dans notre cas, c'est porté par les organisations elles-mêmes qui, à leur tour, sont portées par leurs propres membres. Alors, donc, dans notre cas, de rassembler nos forces et de faire que le tout totalise plus la somme des parties, c'est un acte de pérennité, en quelque sorte, via une actualisation de l'autogestion. Alors, voilà nos deux impacts, modèle de périphérie intelligente et pérennité. Petite question pour être bien certaine de comprendre le modèle de périphérie intelligente. En quelques mots, Sébastien, comment tu l'articulerais? En quoi ça? Ben, c'est peut-être pas la bonne approche. Là, je suis parti d'un antagonisme. J'ai comme mis en opposition le fait c'est parce que quand on parle de ville intelligente, d'habitude, on va parler d'une grande ville. Alors, forcément, on va parler d'un quartier, souvent, dans lequel on va retrouver des acteurs comme des institutions, des entreprises, des incubateurs. Alors, bon, l'écosystème est physiquement rapprochés. Les acteurs sont physiquement rapprochés les uns des autres. Alors, on peut penser le tissu urbain, on peut penser les axes de circulation, on peut penser le mode de vie, on peut même penser le rapport au résidentiel, hein, dans lequel baignent ces quartiers. Je le mentionnais d'entrée de jeu, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 3 fois la superficie de la Belgique pour 275 000 habitants. On ne peut pas aborder l'idée de ville intelligente de la même manière. La plus grande ville de cette région-là a 120 000 habitants. Alors, comment peut-on, est-ce qu'on doit tout ramener les idées de ville intelligente ou de quartier créatif, ou etc., dans une seule municipalité de la région? Ou comment peut-on penser des actions en réseau, avec de petits points nodaux? Alors, donc, moi, ce que j'aime, c'est penser le territoire avec des acteurs qui agiraient en réseau. Ce n'est pas simple, et c'est sûr que c'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis dans une réalité géographique de la sorte. Donc, certains modèles d'action sont appropriés à différentes caractéristiques et il y a peu d'exemples qui sont probants pour de vastes territoires peu densément peuplés. Et je crois que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse. Merci pour les précisions. Avant, est-ce que vous avez d'autres commentaires, témoignages par rapport aux impacts, par rapport aux défis? Sinon, j'irai à la question qui a été adressée dans le clavardage et j'ai aussi une autre question en tête à vous poser. Donc, c'est le temps pour vous si vous avez d'autres, chers panélistes, d'autres points à mentionner. Alors, j'irai de ce pas avec la question qui a été adressée par Adrien Célès. Vous mentionnez la visite de Liège à Montréal en 2012. Ah, je crois que... Damien, est-ce que tu peux mentionner si ça s'adresse... Adrien, pardon, si ça s'adresse à quelqu'un en particulier? En fait, je vais la lire au complet. Vous mentionnez la visite de Liège à Montréal en 2012. Dans quelle mesure les échanges avec des partenaires internationaux, les visites de terrain de part et d'autre de l'Atlantique vous inspirent dans le développement et la mise en place de vos initiatives respectives? Je veux bien répondre si vous voulez, vu que on parle de Liège. Donc, en effet, moi, je n'étais pas de cette visite, malheureusement, en 2012, parce qu'à l'époque, je travaillais à Bruxelles. Donc voilà, aïe, aïe, aïe. Mais clairement, entre-temps, j'ai eu l'opportunité avec le boulot, d'aller visiter différents hubs, pas que francophones. Et moi, je trouve ça assez important. Après, il ne faut pas non plus voyager pour voyager et aller un peu partout pour aller un peu partout, mais d'aller dans des endroits qui nous ressemblent et surtout avec des thématiques aussi qui partagent. Et ça m'a permis d'aller chercher des bonnes idées avec l'équipe et de les implémenter dans le day-to-day, dans ce qu'on fait vraiment dans le quartier et dans le district créatif et à la Grand Poste, avec évidemment la sauce liégeoise et les spécificités de notre ville, parce que tout n'est pas implémentable. Mais en tout cas, moi, je les recommande, mais vraiment avec un choix et une vraie réflexion d'abord de où on veut aller et pourquoi, que de vouloir aller n'importe où, n'importe quand. Donc pour moi, c'est assez important. Merci. Oui, Damien, est-ce que Oui, je suis en train de mettre mon micro. On est en train de mettre en place, j'en ai parlé avec Adrien, il est certain que c'est très, très important d'avoir la possibilité de partager déjà les mêmes bureaux, donc de voir qu'est-ce qui se passe, d'inclure
Adrien, à nos rencontres, etc., nos échanges, mais de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. La pandémie a complètement changé, malheureusement, le lien avec toutes nos connexions internationales. On ne voyage plus, on ne va plus sur place, donc tout se fait par visioconférence. Ce que nous aimerions et ce que nous voyons actuellement pour développer, c'est de créer un pont direct et concret. Et on aimerait avoir, on veut le faire avec la délégation du Québec à San Francisco, parce qu'ils ouvrent la Maison du Québec, mais on se met à rêver à faire la même chose avec la Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire de jouer un rôle de radar avec le savoir-faire que nous avons ici et être capable non pas de les envoyer aveuglément là-bas, mais de travailler avec eux pour les préparer avec les gens qui sont à l'extérieur et ensuite faire du business. Et on parlait tout à l'heure de l'impact et voir comment on peut quantifier. Donc, ça s'adresse plus à ce qu'on appelle en bon français des scale-up et non des startups, c'est-à-dire des startups qui commencent, qui sont en mode de production. Mais je crois, et vous êtes les seuls, hein, Montréal compte 67 consulats généraux, et la Wallonie est la seule à avoir décidé de mettre son bureau universitaire à l'extérieur du bureau du consul général de Belgique pour être capable de prendre le pouls. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on l'a vu, on est capable de monter des projets ensemble, mais ça demande beaucoup de temps et malheureusement, la pandémie bloque beaucoup de choses actuellement. Mais on travaille là-dessus pour voir de quelle manière on peut arriver avec de nouveaux projets et de nouveaux concepts. Merci Damien. Pour renchérir sur le sujet, parce qu'on parle de scale-up, on comprend que vos hubs créatifs encadrent le processus créatif et ce processus créatif-là va ultimement donner une innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle d'un projet qui a une traction dans le marché, on parle d'une phase où il est commercialisé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à rebondir là-dessus, mais bon, rentrons dans cette perspective-là. Et donc, ma question pour vous est, présentement, les projets que vous incubez, l'accompagnement que vous offrez, vous en êtes où dans le processus d'innovation et qu'est-ce qui manquerait pour propulser ces projets-là innovants dans le marché? S'il n'y a personne, est-ce que je peux prendre la parole? C'est très intéressant votre question. Nous avons fait, pour la relance des centres-villes de Montréal, une expérience avec la Société des commerçants de Montréal et on a ouvert à des startups des idées pour redonner envie aux Montréalais de venir au travail. Eh bien, la startup qui a été choisie est une startup artistique et qui fait des peintures sur des murales. Et donc, cette start-up a eu la possibilité de peindre dans la plus grande tour de Montréal, place Ville-Marie, avec un énorme centre commercial, les stationnements intérieurs. On parle d'innovation, mais là, c'était simplement de l'art. Et donc, elle a eu un contrat aux alentours de, je dirais, 75 000 €, ce qui est beaucoup pour une start-up, et encore plus, cet argent a été remis aux artistes qui ont peint. Et le défi maintenant est de voir comment on peut faire des bébés et le faire. Il y a beaucoup de stationnements intérieurs, il fait froid à Montréal, au Québec. Comment on peut justement accompagner. Donc, on est parti avec un projet qui s'appelle Puis Connexion, un problème qu'on va chercher et on accompagne les gens ensuite et les startups pour faire, j'allais dire de l'argent, oui, pour faire du business et encore mieux quand c'est artistique, c'est extraordinaire parce que ça change complètement le concept. On s'attendait à une technologie et ce sont des artistes qui ont été le choix du public et le choix de la compagnie qui avait décidé de le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de voir ensuite comment on peut faire des bébés et comment on peut travailler. Mais c'est un exemple, à partir de co-création d'idées, comment on peut arriver à faire quelque chose. Et c'est sur notre site web, vous pouvez voir d'ailleurs, ça s'appelle Parking. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment magnifique comme projet.
Je réagirais peut-être par plaisir à la question. Je comprends que je ne m'inscris pas dans le même angle que des organisations qui soutiennent des entreprises, mais je souhaite quand même participer à la réflexion pour le plaisir. La prémisse de la question, Marie-Odile, est en quelque sorte l'innovation mène à la commercialisation. Je comprends que dans le cadre de ce contexte-ci, on peut l'aborder de cette manière-là. Bien entendu, dans notre contexte, l'innovation, son objectif n'est pas la commercialisation. Donc, la question, moi, la contre-question que je soulèverais, c'est qu'est-ce qu'un artiste peut apporter, ou du moins, qu'est-ce que le milieu artistique, dans la vaste famille des créatifs, peut apporter au thème de l'innovation. Et puisque ce n'est pas de s'inscrire dans le mécanisme de l'innovation linéaire, là, comme on le connaît dans la formule de l'incubation entrepreneuriale des années 80, hein, donc prototype, premier produit, financement, go-to-market, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on peut jouer du côté artistique? C'est qu'on peut créer de nouveaux contextes, je crois, on peut façonner des lieux d'accident. Et ça, c'est intéressant. Je vous donne deux exemples qu'on a vécu concrètement dans le milieu artistique. On a travaillé avec un artiste qui souhaitait travailler avec la géomatique et les satellites. Donc oui, il y a des artistes en art numérique qui utilisent les technologies numériques, ça inclut la géomatique. On a travaillé avec un centre de transfert technologique qu'on appelle au Québec. Ce sont des lieux de recherche appliqués associés à des cégeps. Et puis, ce projet artistique a forcé les gens qui travaillent en informatique à traiter différemment des données qu'ils considéraient comme étant des déchets. Et au final, un projet artistique a optimisé le travail de gens en informatique qui travaillent en géomatique. Cet exemple-là, pour moi, il est intéressant, c'est-à-dire l'improbable de l'art va créer des contextes de réflexion qui vont développer des expertises différemment. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ça aura des débouchés commerciaux? Ce n'est pas à moi d'en juger, ce n'est pas là que j'agis. Bon, deuxième exemple, je vais le passer, ça va être trop long sinon. Ma conclusion sur cette question, c'est bien que les artistes aient également des défis de productivité, des défis d'agir au quotidien, on n'est pas assujetti au même quotidien qu'un entrepreneur. C'est-à-dire, on n'a pas à gérer un encaisse, n'est-ce pas, un carnet de commandes de la même façon. Ce n'est pas les mêmes paramètres de productivité. Alors, en ce sens, je crois que l'art est un des très intéressants espaces de liberté intellectuelle encore disponibles, où on peut se permettre vraiment une espèce de bouillabaisse étrange et merveilleuse, où des besoins parfois étonnants peuvent rencontrer des expertises effectives. Et peut en résulter des choses non seulement inspirantes, mais utiles. Et en conclusion, pour vrai, je crois que la complexité des défis, et je cogne de nouveau sur ce clou, la complexité des défis sociaux, économiques et écosystémiques que le 21e siècle nous présente vont nécessiter une inventivité incroyable. Et je ne crois pas qu'on a le loisir de se priver de l'apport des lieux, des espaces intellectuels que les artistes peuvent nous offrir. Si je peux juste compléter le propos de Sébastien, je crois que c'est vraiment insister sur la nécessité de continuer de sensibiliser aussi tous ceux qui nous gouvernent et les modes de gouvernance différents à l'intersectorialité et donc au décloisonnement disciplinaire. Donc c'est vraiment à la question qu'est-ce qui nous manque, je crois que c'est continuer d'être actif dans le fait de pousser l'intersectorialité et de sensibiliser à ces zones et ces bulles de créativité qui sont offertes par des métiers artistiques et créatifs qui peuvent aussi continuer de nourrir et de faire se développer de nouveaux projets innovants. Merci Stéphanie. Est-ce que, chers panélistes, vous avez d'autres commentaires sur cette discussion fort intéressante, je dois dire, sur le fait que les hubs créatifs amènent potentiellement un changement de paradigme dans les manières d'innover qui se situe en dehors d'une logique mercantile, en fait, qui pourrait être dans une logique mercantile, mais qui aussi en dehors. Et ça, il y a une grande matière à réflexion et à approfondissement, selon moi.
Et donc, j'inviterais, chère audience, tous ceux qui ont des commentaires à rajouter ou des questions, n'hésitez pas, je vous en prie, c'est le temps, on a encore quelques minutes. Sinon, ben, j'irai pour le mot de la fin. Donc, ben, le mot de la fin, je crois qu'à l'issue de cette discussion, il y a un changement de paradigme au niveau des hubs créatifs, de l'innovation. L'innovation n'est pas un phénomène indifférencié et le hub créatif en est la vivante incarnation qui crée des maillages entre plusieurs réseaux. Et je crois que le hub créatif, de ce fait, représente des lieux de valorisation qui permettent d'intégrer à un projet différents intrants de plusieurs réseaux, des institutions académiques, des citoyens, des entrepreneurs, des gens d'affaires ou encore des artistes. Et voici là une dynamique inhérente à l'innovation. J'en profiterai pour vous remercier, Stéphanie, Sébastien, Delphine, Damien et Jérôme pour votre participation. Et j'en profiterai également pour remercier la délégation générale de la Wallonie-Bruxelles au Québec qui a organisé ce webinaire, ainsi que l'attaché de liaison scientifique au Canada et le Bureau économique et commercial à Montréal. Messieurs, dames, chère audience, chers panélistes, merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce panel. Merci. Merci à vous.